chers amis, aujourd'hui nous avons le plaisir d'être en compagnie de Benoît Chollet, avec lequel nous allons parler chamanisme, hein. Bon, bien sûr, notre vision occidentale qui s'est complètement coupée de ses racines et a tendance à considérer l'approche chamanique avec dérision, voire mépris. Et peut-être que c'est comme dommage de mépriser les cultures indigènes. Et bon, paradoxalement, euh, le mot chaman devient à la mode, hein. Ça, on peut le remarquer, hein, au risque de se laisser berner parfois. Enfin, nous en pourrons en reparler avec Benoît Chollet, car il est effectivement, je ne pense pas qu'il nous dira le contraire, facile de s'auto-proclamer chaman, alors que logiquement, c'est le résultat de tout un parcours, hein. Donc, c'est un parcours que vous avez fait, vous, Benoît. Hein, comment ça a commencé tout cela? Pour moi, ça a commencé par une rencontre. En fait, lors d'un voyage que j'avais, qui était parti pour durer 6 mois, je devais descendre toute l'Amérique du Sud en partant de Los Angeles pour aller à Buenos Aires. Ah, j'ai oublié de préciser une chose au départ. Vous Ouais. étiez journaliste culturel, Benoît. Alors oui, à l'époque, j'étais journaliste. J'écrivais sur la musique et aussi sur le business de la musique. D'accord. Donc, mais j'avais des lecteurs dans le monde professionnel, dans des magazines professionnels. Et donc voilà, j'étais parti pour faire ce périple. Et au bout d'un mois de voyage, donc j'étais encore au Mexique. Et là, j'ai rencontré pour la première fois un chaman. Et bon, la rencontre a été forte et j'ai décidé de pas poursuivre mon voyage par la route pour rester avec lui et profiter des 5 mois suivants pour vivre à ses côtés et commencer à comprendre un peu, à aborder un peu ce monde Pénétrer cet qui était univers. inconnu. Pardon? Pénétrer cet univers qui est Voilà. Euh, étranger à notre culture. Alors, de tout cela, donc 25 ans plus tard, ça a donné naissance à ce beau livre. Oui, Vous- ça s'est fait en étapes, c'est-à-dire j'ai suivi après ce chaman pendant une bonne dizaine d'années où je suis retourné régulièrement au Mexique et et je continuais à apprendre de lui. Et puis finalement, 14 ans plus tard où là, je suis parti plus au sud en Amazonie. Et là, j'ai eu les, les informations sur les parasites énergétiques. Et, et comme j'ai constaté que au- aucun livre ne traitait ce sujet qui était finalement central dans le soin chamanique, la guérison des patients par les techniques chamaniques, euh, eh ben j'ai décidé d'écrire ce livre qui manquait en fait. Et donc, alors, cette notion de parasite énergétique auquel vous avez consacré ce livre, donc vous faites allusion à quelque part à des entités. Oui, 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 ce sont des entités énergétiques, spirituelles. Voilà, j'utilise le terme de préférence, le terme parasite, parce que le terme entité est un peu connoté sur un certain type de parasites et alors que les parasites sont voilà, il y en a vraiment toute une gamme très large
Euh, voilà, ce sont effectivement des entités, mais je Alors, peux- ces parasites se nourrissent des états négatifs de la personne sur lesquels ils s'accrochent. exactement, exactement. C'est ceux qui viennent chercher au départ, c'est une forme de nourriture que l'on produit en fait dans nos états négatifs, donc notamment tous les états liés à nos traumatismes ou à Un choc émotionnel, un deuil, par exemple. exactement. Oui. Oui, 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 tout à fait. Donc, à vous lire, on comprend que vous les décrivez comme étant prêts à bondir, à s'infiltrer dans nos failles. Ben, c'est-à-dire que oui, comme c'est une question de nourriture dans la vision chamanique, on voit vraiment ce lien qui existe entre nous. En fait, c'est pour eux instinctif de, de se diriger vers nous quand nous produisons ce qui est Il, la il- nourriture qu'ils affectionnent. il semble friand de l'état de victimisation. Tout à fait. Oui, oui. Et alors, bon, bien sûr, donc ils sont invisibles, mais dans une vision chamanique, comment pouvez-vous les décrire? Puisque Alors, parmi les chamans, il y en a en effet qui arrivent à les voir. On peut arriver à les voir, notamment quand on est dans des états de transe visionnaire. Et alors ensuite, au niveau des formes, euh, bon, moi je parle de formes un peu entre les mollusques et les insectes, de formes un peu comme ça, un peu étranges. En fait, ils sont quand même tous différents. Il y a certains chamans aussi qui travaillent beaucoup plus sur le monde animal, les animaux totems, etc. Donc, il y en a qui sont sous forme animale aussi, qu'on peut voir. Il y a Au niveau de la forme des visions chamaniques, en fait, il y a des formes fixes et puis il y a des formes qui sont aussi une façon, on a des façons personnelles de voir le monde spirituel par rapport à nos cultures. C'est assez étonnant. notre culture influe beaucoup, Notre culture influe aussi sur ce qu'on reçoit comme vision. Oui. bien sûr. Et alors, oui, vous commencez, vous avez fait un lexique pour, au départ pour bien situer, que le lecteur puisse se situer. Alors, vous avez défini par exemple le mot médecine, qui a un sens particulier, bien sûr, dans le monde chamanique. Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu écrire ce livre de telle manière qu'il soit lisible par tout le monde. Donc, que ce soit des gens qui connaissent le chamanisme ou des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et pour ce faire, ça m'a paru important de bien recadrer chaque mot dès le début, parce que même pour les gens qui connaissent, on peut avoir des sens, mettre des choses différentes sous chaque mot, comme c'est le cas dans la vie en général. Alors le mot médecine, effectivement, dans le sens chamanique du terme, est un peu plus large que celui qu'on a l'habitude en Occident. Euh, on parle de tout. Il y a beaucoup de formes de médecine. Il y a des plantes médecine. Bon, ça, c'est les remèdes qu'on connaît en herboristerie, mais il y a aussi les plantes médecine, les médecines, euh, comment dire, les médecines invisibles.
les médecines des animaux, les médecines des lieux, les médecines des plantes, les médecines des personnes. Euh, et puis, il y a aussi, on parle aussi de la médecine qui serait en fait euh, la médecine de l'univers, la médecine de la nature, et que les chamans peuvent canaliser pour qu'elles puissent agir sur et avec leurs patients. Et dans votre lexique aussi, vous définissez la notion de transe. Alors, est-elle absolument indispensable pour accéder au monde de l'invisible dans votre esprit? Alors, je pense qu'il y a des gens oui, enfin, c'est-à-dire que euh, excusez-moi, la notion de trans, est-ce qu'elle est indispensable? Bah par définition, c'est pour accéder à l'invisible, il faut avoir un état de conscience différent de l'état ordinaire qui se, qui se cantonne à la matière. Donc, Alors, cet état différent, voilà, on peut l'appeler trans, on peut l'appeler état de conscience élargi, on peut l'appeler alors, il y aurait de deux différentes familles. manières. Mais Vous décrivez deux familles. Euh, il y a certains travaillent avec les plantes sacrées, d'autres avec le son. alors oui, ça, ce sont les deux grandes familles, sous-familles, on va dire, du chamanisme, le chamanisme au tambour et le chamanisme avec les plantes, Parce qu'en fin de effectivement. compte, quand on parle de chamanisme, en fin de compte, c'est au pluriel. Il y a différentes formes. Il y a bien des formes. Ah oui, c'est pour ça que je l'emploie même au pluriel dans le livre, en disant qu'on devrait dire les chamanismes et non pas le chamanisme, même si je suis favorable aussi, tout de même à l'émergence d'une vision commune et d'un socle commun aux différentes visions chamaniques en fait. Euh, mais après, j'explique aussi comment le mot chaman est devenu usuel dans nos sociétés pour remplacer, par exemple, le mot sorcier de la tribu, qui était que les anthropologues utilisaient au départ, et et par rapport aux connotations, pareil, du mot lui-même, l'utilisation du mot chaman est venue euh, petit à petit. Après, comme c'est une appellation d'une tradition très précise, effectivement, on peut, on peut se dire que n'importe quelle autre appellation, puisqu'il y a une appellation dans chaque culture chamanique, il y a le chaman a un nom dans la langue vernaculaire de cette culture. Finalement, n'importe lequel de ces noms aurait pu être utilisé. Voilà. Et pour revenir à cette notion de parasite énergétique, pour la personne qui en est victime, donc le premier effet, c'est une perte d'énergie. Alors oui, 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 c'est une perte d'énergie. Ensuite, il y a le fait que le parasite s'installe en fait dans le corps énergétique de la personne, sur le corps énergétique de la personne, selon le cas. Et, et ensuite, c'est sa présence qui va avoir d'autres effets, la perte de l'énergie aussi en continu, ou par à coup, quand il va, enfin, au moment où il va décider de se nourrir. Et puis, ça va jusqu'à des comportements du parasite lui-même
qui vont influencer l'hôte. Une modification du comportement. Et ça peut aller jusque là, oui, une manipulation de l'hôte. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui peut paraître surprenant lui aussi. C'est un sous-phénomène d'un phénomène déjà surprenant, mais il faut savoir, et puis c'est ce que j'ai découvert en faisant les recherches pour l'écriture du livre, que les scientifiques, effectivement, ont constaté l'existence de ce phénomène de manipulation de l'hôte par le parasite dans la nature autour de nous. Vous parlez du paludisme. Oui, je parle. L'exemple le plus typique, c'est Toxoplasma gondii. Donc la toxoplasmose, c'est un parasite invisible à l'œil nu, mais qui a cette particularité de ne pouvoir se reproduire que dans le tube intestinal d'un félin. Et donc donc en France, en Europe, d'un chat. Et pour arriver jusqu'à ce chat, le parasite va commencer par parasiter ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, du coup, qui sera une souris, par exemple. Et il va chez cette souris annihiler la peur du chat. Donc c'est vraiment une manipulation forte, puisque c'est l'instinct quand même de base des souris de fuir leur prédateur, c'est-à-dire le chat. Et là, les scientifiques ont constaté que des souris porteuses de ce parasite vont ne pas du tout avoir peur du chat et même presque dans certains cas, aller vers lui. Euh, donc la puissance de la manipulation dépasse l'instinct de survie de base de l'animal. C'est vraiment très fort. Les parasites auraient créé le principe du cheval de Troie. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. C'est vrai que c'est un cas original, on va dire, mais c'est pas la, la généralité. Mais oui, oui. Dans ce Non. cas-là, oui. Après, le parasite sur le félin, euh, n'a- le félin ne sert que de d'hôte de reproduction. Et le parasite, après, il s'en va vivre sa vie dans la nature. Il cherche pas à rester sur le félin. Mais chez l'humain, vous dites, il pousse à revivre ce qui nous détruit. Alors, chez l'humain, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que donc mettons dans le cas d'un traumatisme, le parasite arrive au moment où le traumatisme se produit et c'est quand il aura de nouveau faim qui va chercher à ce que l'autre reproduise cette nourriture de base cette nourriture qu'il a attirée à la base pour venir se nourrir. Ensuite, il y a d'autres cas où le parasite pourra ingérer des nourritures de substitution et où il va pousser l'hôte à produire ces nourritures de substitution, notamment pour le coup à travers tout tout l'éventail des addictions qu'on connaît Oui. euh, et qui peuvent nourrir le parasite à la place de la nourriture du traumatisme originel. Alors, parmi les addictions, vous citez une drogue puissante, la télévision. Oui, oui, oui. Ouais, Je cite il y a- d'ailleurs Terence McKenna. logiquement, quand on parle d'addiction, on pense à l'alcool, à plein de choses, mais vous, vous faites allusion à la télévision. Ok, effectivement, beaucoup de gens se nourrissent de négativité, en fin de compte, au travers des grands médias.
On peut se nourrir de négativité ou même d'autres choses, hein, de distraction, euh, comment dire, Utile. subtile, voilà, ou ou on peut même avoir des addictions à des choses qui peuvent paraître saines a priori, mais effectivement, dès qu'on ne peut pas se passer de cette nourriture, quelle qu'elle soit. Voilà. Après, il y a une frontière effectivement entre passion et addiction qui peut exister aussi, dans le sens où euh, on va considérer les addictions comme des choses qui quand même ont un aspect nuisible sur la personne. Voilà, mais il s'exprime donc par une voie tentatrice. Alors là, ce sont les parasites eux-mêmes qui vont effectivement déclencher ces pensées tentatrices. Euh, euh, C'est-à-dire que certains parasites en fait ont accès à nos pensées, à nos peuvent suggérer, envoyer certaines formes pensées dans notre esprit. Et donc ça peut être soit effectivement des pensées qui peuvent nous pousser dans des addictions, mais les addictions, elles peuvent être aussi des addictions aux pensées. C'est-à-dire que quand Des on pensées va, sombres, par exemple. on- voilà, quand on ressasse le traumatisme, on quand on ressasse une rancune, une haine ou une culpabilité ou une culpabilisation, ou une victimisation, etc. En fait, on peut devenir addict à ces formes de pensée et, et arriver à nourrir finalement le parasite des états qu'engendrent ces formes de pensée en nous. Le premier pas vers la guérison, mais ça au sens large, c'est toujours une prise de conscience. Oui, 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 La prise de conscience d'une dépendance. tout à fait, tout à fait. La prise de conscience d'une dépendance, la prise de conscience d'un mal-être, la prise de conscience que quelque chose cloche. Et, et si on n'arrive pas à l'avoir, ça peut aller après jusqu'au déclenchement de maladies. Voilà. Donc, Puis aussi, vous abordez aussi, bon, il y a la notion de maladie, bien sûr, mais il y a aussi, consacré un chapitre aux parasites et relations. oui, alors c'est un autre exemple fort de parasitage, c'est les parasites qui se, en- qui se nourrissent sur nos liens relationnels. En fait, on pourrait voir que toutes nos relations, qu'elles soient nos relations humaines, nos relations avec la nature aussi, avec différents aspects de la vie, nous sommes en relation comme et si on imaginait on peut visualiser, disons, ces relations par des canaux d'échange d'énergie entre toutes nos relations. Eh ben, et on peut constater chamaniquement que des parasites peuvent s'accrocher à ces canaux à partir du moment où ils canalisent des énergies négatives. Ils sont aux premières loges dans les relations toxiques. Ah ben oui, 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 bien sûr. Euh,
Alors, après, ces parasites sur les relations, on pourrait presque les appeler aussi des parasites de séparation, parce que c'est des parasites qui vont à leur tour euh, se, se mobiliser pour ternir et affecter nos états relationnels. Et vous parlez des défunts également. Alors, je parle des défunts, oui, surtout pour expliquer que effectivement la présence d'âmes, de défunts, certains parlent d'âmes errantes ou de d'âmes perdues ou d'âmes tout simplement qui sont encore dans la sphère terrestre. Euh, la présence donc de ces âmes auprès de personnes, en général des personnes qu'elles ont connues de leur vivant, peut avoir des effets qui ressemblent beaucoup à la présence de parasites, c'est-à-dire des pertes d'énergie, des troubles, des pensées qui ne sont pas les nôtres, etc. Mais par contre, ce ne sont pas des parasites énergétiques tels que les chamans les définissent. Et, euh, et le travail à faire aussi pour se soigner de ce phénomène est complètement différente. C'est-à-dire que dans le cas des parasites, les chamans pratiquent une extraction chamanique, c'est-à-dire que vraiment il y a une forme d'extraction. On extrait le parasite du corps énergétique du patient, alors que dans le cas de la présence d'âme, c'est un accompagnement de ces âmes qu'il faut faire. Donc le travail de solution est vraiment différent et il faut être vigilant sur le diagnostic et pas faire l'extraction d'une âme ou ou la montée d'un parasite. C'est Oui. ça marche pas pareil. Dans tous les cas, au sens large, le chamanisme, enfin, sur ce que j'en ai compris, puisque j'avoue que je suis bien novice là-dedans, Benoît, mais donc euh, j'y vois une invitation à retrouver l'unicité, à prendre conscience que tout est interconnecté si on n'en a pas déjà conscience. Oui, ça c'est vraiment un point essentiel et un point euh, qu'on retrouve à dans plusieurs phases de l'enseignement chamanique, nos relations, notre interrelation avec l'ensemble du vivant et puis avec l'invisible d'une façon permanente et, euh, et, et avec cette notion même que l'invisible précède le visible, c'est-à-dire que le monde matériel est complètement conditionné par le monde immatériel, invisible, qui en fait englobe le monde matériel. Le monde matériel n'est qu'une couche dans une infinité de couches, comme si un état vibratoire de l'énergie pouvait se matérialiser, faire tout l'univers dont on connaît la petite partie qui est la sphère terrestre. Euh, Oui, on ne voit et, que la pointe de l'iceberg. mais voilà, comme j'utilise la métaphore de dire que c'est comme une page d'un livre, en fait. Mais oui, en même temps qu'on regarde une page, cela signifie aussi qu'il y a toutes les autres pages. Voilà. Et puis aussi que ce qui est écrit sur la page 15 X peut 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 influencer ce qui influer est sur la écrit page sur la page 50. Y. Voilà, absolument. Hein, ben ça, c'est, de toute façon, même actuellement, c'est vérifié. Enfin, l'approche quantique va tout à fait en ce sens que.
L'invisible précède le visible, hein. Oui, ben, c'est vrai que c'est très intéressant vraiment aussi les approches quantiques et je, je vois même des fois que les mathématiciens eux-mêmes, les physiciens eux-mêmes ont du mal presque à accepter les résultats qu'ils obtiennent. Le tout, Parce que ça demande une façon de changer sa vision mentale des choses. mais s'il y a une Euh, certitude, c'est que tout commence dans l'esprit. voilà. Et dans le chamanisme, on est complètement d'accord avec ça. Alors, l'apprentissage chamanique, donc bah, c'est un petit peu ce que vous avez vécu, donc, ça passe par un isolement dans la nature. Alors, chaque apprentissage peut être différent. Déjà, chaque tradition a un apprentissage différent. Chaque chaman à l'intérieur de chaque tradition a aussi son apprentissage différent. Mais l'isolement dans la nature, effectivement, est un point commun qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Euh, et euh, et c'est-à-dire que pour euh, pour entrer en communication, pouvoir entrer en communication avec les esprits, il faut arriver à, à leur donner une place. Donc effectivement, l'isolement permet de de réduire la quantité de nos relations actives sur le moment et peut laisser plus de place euh, pour le contact avec le monde spirituel. Alors, parlons du nettoyage énergétique des parasites. Même si en réalité, il peut y avoir d'autres approches que l'approche chamanique pour faire un nettoyage énergétique, mais pas dans votre approche. Comment procédez-vous? Alors, bah, pareil, comment dire, chaque parasite est différent et chaque soin chamanique est différent, hein. Après, les techniques varient aussi d'une tradition à l'autre. Euh, donc j'en ai effectivement répertorié un certain nombre dans le livre que j'ai trouvé aussi dans d'autres livres, etc., d'autres cultures que je ne connaissais pas. Et mais dans l'idée d'extraction, donc bon, ça va de l'extraction manuelle. Euh, les chamans attrapent avec leurs mains les énergies. Ça peut arriver dans des traditions, par exemple dans la tradition Shipibo. Euh, il y a aussi les techniques d'absorption, de balayage à l'aide d'un outil. Euh, donc j'ai vu moi des balais faits en feuilles. J'ai vu des branches d'arbres, de certains arbres bien sûr euh, utilisées. J'ai vu des techniques d'absorption des parasites avec des œufs de certains, c'était, je crois, des œufs d'oie. J'avais ça c'était chez les Mazatèques. Il y a des techniques d'absorption aussi au Maghreb, par exemple, on utilise du plomb. Euh, il peut y avoir des eaux sacrées qui sont, qui sont passées aussi sur le corps. Il y a des techniques avec de l'alcool, des techniques avec Quel- des plantes, avec la fumée du tabac, avec quel- des pardon, encens, Benoît. purification. Pardon, Benoît. Quelles que soient les méthodes, il semble qu'il y ait un facteur fondamental quand même, c'est la croyance.
la notion de croyance. Alors, cette notion de croyance, en fait, je la réfute en fait par rapport au chamanisme. C'est-à-dire que le chamanisme pour moi, est absolument pas basé sur de la croyance, puisque c'est de l'expérience directe. Donc le, le, le mode de pratique fait que le chaman expérimente le soin, mais le patient aussi. Et Quelque part, le sujet donne un pouvoir aux praticiens, entre guillemets. alors, on peut dire que le sujet va euh, croire que le chaman va le soigner. Mais ça, là, après, c'est une question de vocabulaire. Le sujet va peut-être savoir que c'est le chaman qui va le suivre. C'est plus forcément une croyance, c'est-à-dire que euh, moi, je l'oppose, par exemple, à des religions où on nous demande de croire tel ou tel récit, euh, telle chose. Alors que dans le soin chamanique, les personnes, les extractions, on les sent, hein, la plus souvent, les personnes qui les reçoivent sentent à l'intérieur d'eux que quelque chose change, sentent que leur mental s'apaise. Dans les cas les parasites avaient des influences sur le mental, sentent que les douleurs disparaissent instantanément dans le cas où le parasite crée une douleur physique. On euh, dans les chamanismes visionnaires, il y a même les patients peuvent voir leur parasite, ou alors au moment de l'extraction, ils peuvent aussi comprendre d'où venait ce parasite, avoir la prise de conscience d'où il venait. Ils peuvent, Des plans, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout des croyances qui sont de l'expérience. Et en d'accord. fait, euh, par rapport à l'existence du monde invisible, à l'existence du monde des esprits, etc., c'est dans les peuples chamaniques, on peut pas parler de croyances. C'est vraiment tout le monde a des expériences qui, euh, qui qui valide cette existence. Et si on allait plus loin, on pourrait dire même que du point de vue chamanique, la croyance, c'est de croire qu'il n'y a pas... ce qui est vraiment une croyance, c'est de croire qu'il n'y a pas autre chose que la matière. Et C'est-à-dire que ça, c'est basé sur on ne sait pas, donc on croit. Alors que les, les peuples chamaniques savent, puisqu'ils l'expérimentent, et donc ils sont pas dans la croyance, en fait. des plantes sont souvent utilisées, les plantes dites antéogènes. Ah ben ça dépend des traditions. Il y a des traditions, par exemple, toutes les traditions au tambour n'utilisent pas de plantes. Il y a la moitié, enfin en gros la moitié du chamanisme mondial qui n'utilise pas de plantes. C'est très différent selon les régions, les régions du monde. Oui, chaque tradition, en fait, c'est des traditions, en fait, très locales. Les peuples indigènes, ils ont des localisations précises et ils ont construit leur tradition avec leur environnement aussi. C'est-à-dire qu'il y a euh, ceux qui utilisent des plantes, en fait, c'est aussi parce que ces plantes-là poussaient à ces endroits-là de façon naturelle. Euh, D'autres il y a des régions, je pense, où il n'y a pas de plantes antéogènes, ou des régions où simplement la transe est venue à travers le tambour et on a gardé le tambour. Il y a toutes sortes de traditions, mais il y a une forme de très locale.
des traditions, même dans les visions. Par exemple, euh, les chamans dans le monde entier travaillent beaucoup avec des animaux, des formes d'esprit animal. Euh, et, euh, et en fait, on remarque que, évidemment, ce sont les animaux de la faune environnante qui sont aussi représentés dans les visions chamaniques. Euh, voilà, en Amazonie, les chamans ne travaillent pas avec des éléphants ou des girafes. Ils travaillent Oui. avec le jaguar, l'anaconda, euh, On retrouve et souvent, les animaux présents autour d'eux. voilà, on retrouve souvent dans le tronc commun, c'est qu'on retrouve souvent une déification de la nature. Oui, alors dans les traditions chamaniques, c'est même souvent la déité la plus élevée, effectivement, c'est la nature, donc Pachamama en Amérique du Sud, Tonantzin au Mexique, euh, et puis pareil, si on cherche un peu, on voit qu'elle a un nom dans toutes les sociétés du monde. C'est en général une déesse, une énergie féminine euh, qui de laquelle la nature est née. Et c'est la grande-mère euh, de tout le vivant. Et certains travaillent aussi, vous écrivez, vous racontez avec des énergies christiques. Oui, 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 c'est quelque chose que j'ai constaté moi dès ma rencontre avec le chamanisme, puisque c'était chez les Indiens Mazatèques au Mexique, et donc eux avaient été convertis depuis longtemps au christianisme, et euh, ils ont avait quand même gardé leur tradition de façon secrète jusque dans les années 50. Aucun blanc n'avait eu l'information des rituels chamaniques que faisaient les Mazatèques. Et, euh, et ils ont fait comme ça une forme aussi de syncrétisme entre les, euh, les, euh, les divinités christiques, c'est-à-dire une divinité entre guillemets, mais et leurs anciens dieux. Et la figure principale de ce pont, en fait, c'est la Virgen de Guadalupe, la Vierge de Guadalupe, qui est une apparition de la Vierge auprès d'un Indien peu de temps après la conquête, et que les Indiens, eux, appellent Tonantzin, justement, du nom de la terre-mère. Et pour eux, c'est la même énergie sous une forme différente. Votre livre balaie en fin de compte le chamanisme sous toutes ses formes. Tous ceux qui vous veulent s'y intéresser y trouveront le bonheur. Vous avez d'ailleurs, qui a été sensible, c'est Olivier Chamban, le psychiatre, hein, qui vous a, j'ai eu le plaisir d'interroger, qui vous a fait une très belle préface, hein. Vous Oui, abordez tout oui, même, oui, j'ai été très touché par sa préface. voilà, vous abordez aussi même la notion de l'argent et du chamanisme. Oui, j'ai voulu faire un livre sans tabou, en fait, sur le chamanisme en tant que tel, puisque même si le sujet du livre c'est les parasites, hein, c'est vraiment le titre du livre, l'idée de présenter de représenter à l'Occident cette notion que qui m'est apparue centrale dans nos santé. Euh, je parle aussi quand même beaucoup du chamanisme pour montrer comment
Le chamanisme nous a permis d'avoir connaissance aujourd'hui de l'existence de ce phénomène énergétique, mais j'ai pas voulu faire un livre non plus, euh, comment dire, euh, euh, ce qui sans avec des, j'ai pas voulu faire d'impasse en fait sur le chamanisme. Il y a aussi dans le chamanisme même des des choses à éviter, des choses Oui, vous qui ne sont parlez pas d'un saines. chamanisme Et blanc, d'un chamanisme noir. voilà, donc je parle effectivement des problèmes de magie dans le chamanisme et des problèmes d'argent dans le chamanisme et des, 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 des choses à savoir quand même avant d'aborder des soins chamaniques et d'ouvrir son énergie, son corps énergétique à une personne. Euh, je je conseille une forme de prudence et de lucidité sur les personnes qu'on peut être amené à voir pour recevoir les soins chamaniques. Et puis j'explique aussi que il n'y a pas que le chamanisme qui traite les parasites énergétiques. Certains peuvent être aussi très bien gérés par des thérapeutes énergéticiens ou dans Ah, beaucoup de domaines de thérapie énergétique. Certains peuvent absolument. être enlevés par la médecine occidentale conventionnelle sans qu'elle soit vraiment au courant du phénomène, mais Et certains... certains- on avait eu un bel exemple avec Bernie Siegel qui avait fait tout un livre sur la médecine spirituelle, Alors, avec je connais pas son travail, mais oui, ça peut être un chirurgien américain qui avait fait tout un travail sur quelque part le pouvoir de l'amour, entre guillemets, oui, l'amour, effectivement, est une notion essentielle aussi comme instrument de guérison, hein. dans ces guérisons, oui, bien sûr. Voilà. Enfin, dans tous les cas, au sens large, ce qui est précieux dans votre livre, c'est qu'on comprend la nécessité de recréer notre lien avec la nature, avec l'humanité, avec ce qui est sacré, hein. Et c'est pour ça que je vous dis un grand bravo, Benoît, hein. J'invite donc tous ceux qui veulent en savoir plus Mais, sur le chamanisme à vous lire parce que vraiment ce livre, il est bien fait, puis il a une belle qualité, il est facile à lire. C'est toujours agréable pour le lecteur, hein. Et merci et bravo et merci à tous ceux qui vont nous écouter. merci Christian, merci pour l'invitation, merci pour cette discussion. C'était très intéressant de discuter avec vous et puis merci effectivement de permettre à plus de personnes d'avoir accès à ces informations parce que comme je le répète aussi assez souvent, finalement, la plus grande force des parasites énergétiques, c'est c'est pas simplement cette capacité qu'ils ont à nous parasiter, mais c'est qu'en plus d'être invisibles, ils sont inconnus. Et du coup, on s'en occupe pas, on les prend pas en charge, et ça aide plutôt à leur prolifération en fait chez les Occidentaux. Et, les chamans, quand ils voient arriver les Occidentaux, ils savent qu'ils sont porteurs tous porteurs de parasites finalement, parce que on a perdu cette notion de s'occuper de nettoyer nos énergies assez régulièrement pour les apaiser et retrouver la liberté qui est notre état naturel. C'est pour ça qu'on a toujours un intérêt à une approche holistique des choses. Tout à fait, Ouais. exactement. Voilà, un grand merci, Benoît, encore. Merci Christian.